Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 23 octobre 2025 et nos chers amis Michael Hudson et Richard D. Wolff sont de retour parmi nous. Bon retour, Richard et Michael. Content d'être ici. Salut, heureux d'être ici. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton J'aime pour nous aider à atteindre un plus large public. Laissez-moi commencer par ce qui se passe aujourd'hui dans l'Union européenne. Il parle de saisir les avoirs russes et de les envoyer à l'Ukraine. La situation en Ukraine devient critique. Vous savez, dans l'esprit de ces pays qui essaient de faire face à la domination des États-Unis et du dollar américain. La question est la suivante. Si les États-Unis et l'UOPEO peuvent geler et saisir les réserves d'or et de dollars de la Russie, quelle sécurité reste-t-il pour la richesse de n'importe quel pays dans le système financier occidental? Je vais commencer avec vous, Michael. Allez-y. Eh bien, il est évident que les autres pays ne se sentent pas en sécurité. C'est pourquoi ils achètent de l'or. Je pense que la hausse des prix de l'or et des réserves d'or des banques centrales reflète jusqu'à présent l'incapacité de la majorité mondiale, la Chine, la Russie et d'autres pays, à créer un véhicule alternatif pour conserver leurs économies internationales. Actuellement, ces économies sont détenues à Londres ou à New York, les actifs des banques centrales étant prêtés aux banques centrales d'Angleterre et d'Amérique par le biais d'investissements dans les bons du Trésor américain selon le standard du dollar ou dans des devises européennes. Lorsque tout cela peut être saisi, il n'existe soudainement plus aucun endroit sûr pour que les autres pays conservent leurs réserves internationales. Par le passé, ils le détenaient à New York, en partie en or à Londres, car c'est là que se trouvaient les marchés d'échange. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le but de détenir des réserves internationales a été de gérer le taux de change, afin de pouvoir le stabiliser par l'emprunt et le prêt. D'autres pays, selon les règles établies par les États-Unis en 1944 lors de la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, étaient liés à toute cette intervention sur les marchés mondiaux des devises par le biais du dollar, car c'était le principal marché à l'époque. C'est là qu'ils devaient opérer. Eh bien, tout à coup, ce vestige de 1945 est devenu dangereux et par conséquent obsolète. On pourrait donc dire que toute la flambée des prix de l'or signifie que les pays cherchent un moyen d'éviter d'en détenir. Le risque est double. D'une part, l'Union européenne discute encore de la manière de transformer les 300 milliards confisqués à la Russie en paiements destinés aux kleptocrates ukrainiens, en compensation pour avoir, en somme, vendu leur population comme une armée de mercenaires à l'OTAN. L'argent que l'Amérique a donné à l'Ukraine ne va pas au peuple. Il va aux kleptocrates qui ont déclaré « Nous sommes prêts à nous battre jusqu'au dernier Ukrainien. Nous sommes prêts à essayer d'épuiser les ressources de la Russie en y envoyant des Ukrainiens. Et si l'armée ukrainienne tente de fuir ou de battre en retraite, nous leur tirerons dans le dos. » C'est à cela que sert le bataillon Azov. Ainsi, tout cet argent n'est pas vraiment allé à l'Ukraine, mais au groupe de Lviv, au bataillon Azov, en réalité aux néo-nazis qui dirigent l'Ukraine. Et les Ukrainiens sont impuissants à faire quoi que ce soit. Eh bien, le problème ne concerne donc pas seulement les pays étrangers qui traitent avec la Banque centrale d'Ukraine et le gouvernement des États-Unis. C'est tout le système judiciaire international qui, selon l'Union européenne, fera en sorte qu'il n'ait jamais à payer ces 300 milliards de dollars, car ils vont demander des milliers de milliards de dollars de réparation pour la défense par la Russie de la population russophone d'Ukraine, à Luhansk, Donetsk et maintenant Odessa, qui ont déclaré vouloir faire partie de la Russie. That have said we want to be part of Russia, and their defense is really an attack
Et leur défense est en réalité une attaque. Nous, l'Occident, avons le droit d'attaquer l'Ukraine, d'affirmer que les russophones sont des sous-hommes. Nous pouvons violer l'état de droit en frappant des zones commerciales, des zones civiles, sans nous concentrer sur le militaire, mais simplement en essayant de détruire tout ce qu'il reste à la Russie. Mais ensuite, nous allons dire qu'ils nous attaquent en se défendant. C'est comme si Israël accusait Gaza d'attaquer Israël en se défendant contre la guerre de 20 ans menée contre les Palestiniens. Et tant que le système financier occidental sera soutenu par un système judiciaire qui, comme le Fonds monétaire international et l'Union européenne, agit comme un bras de l'OTAN, le reste du monde cherchera à s'en détacher. La voie de moindre résistance, pour l'instant, consiste à acheter de l'or. Eh bien, le problème avec l'achat d'or, bien sûr, c'est que par le passé, les pays investissaient leurs réserves de change en or. Le Venezuela a investi ses réserves en or et les a conservées, comme nous l'avons déjà évoqué, à la Banque de Londres, afin de pouvoir utiliser ces réserves comme garantie lorsqu'il empruntait de l'argent pour intervenir sur le marché des changes et tenter de stabiliser sa monnaie. C'est pour cette raison que les pays conservaient leur or, soit à Londres, soit à New York, là où se trouvaient les principaux marchés internationaux d'échange. Mais maintenant, ils ne peuvent plus faire cela. La Banque d'Angleterre a saisi l'or du Venezuela et il semble que les États-Unis aient saisi l'or de l'Allemagne. Et l'Allemagne est un allié. Il y a quelques années, l'Allemagne a demandé que ses réserves d'or soient rapatriées de New York, du sous-sol de la Fed à New York, vers l'Allemagne, afin que sa propre banque centrale les détienne. Les États-Unis ont répondu, « Eh bien, vous savez, cet or est très lourd. Il va falloir trouver des avions pour le transporter. » Et c'est la dernière chose que nous ayons entendue publiquement. Des journalistes et reporters allemands m'ont appelé pour me demander si je savais ce qu'il en était. Ils me disent avoir interrogé des politiciens allemands à ce sujet, mais ceux-ci refusent de répondre. Personne ne parvient à savoir si l'Allemagne a récupéré une partie de son or. Et les États-Unis conservent toujours cet or, ainsi que le reste de l'or de l'Europe. Donc, détenir de l'or n'a de sens que si vous le gardez dans votre propre banque centrale, où la seule façon dont il peut être saisi, c'est si l'OTAN envahit votre pays, prend le contrôle du gouvernement et vide vos réserves d'or, comme cela a été fait en Libye et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Le véritable problème auquel ils sont confrontés, le problème de l'or, est donc de savoir comment aller au-delà de l'or en tant qu'alternative. Eh bien, l'autre voie de moindre résistance dont ils ont parlé, ce sont les échanges de devises. Nous détiendrons les devises les uns des autres au sein de la majorité mondiale. Mais le problème avec la détention de devises, c'est que leur valeur fluctue. Et si vous êtes une nation créancière, comme les États-Unis l'étaient vis-à-vis de l'Europe et du monde en 1945, et comme la Chine l'est aujourd'hui pour de nombreux pays participant à l'initiative La Ceinture et la Route, comment allez-vous gérer le fait que la monnaie que vous détenez se déprécie? La Russie a accumulé d'énormes réserves de roupies indiennes qui ont perdu de la valeur. Et ces derniers jours, l'administration Trump s'est rendue en Argentine et a déclaré « Nous savons que vous, les Australiens, avez beaucoup traité avec la Chine, que vous avez un accord de swap de devises et que vous lui devez beaucoup d'argent. Mais ces 40 milliards de dollars que nous vous donnons servent à soutenir le peso juste assez longtemps pour que Milei soit réélu la semaine prochaine. En échange de cela, nous ne vous lâchons pas. » Nous voulons que vous rompiez toutes vos relations avec la Chine, que vous sortiez de l'accord de swap de devises et que vous disiez simplement « Eh bien, nous n'allons pas vous payer, Chine. Qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Ainsi, les swaps de devises en eux-mêmes
ne sont pas une solution. La seule solution concernant la monnaie des BRICS est qu'il n'y en a pas, car pour que les BRICS créent une monnaie commune entre leurs pays, il faudrait que ce soit comme si les États-Unis créaient une banque centrale reliant tous les États américains et leurs responsables politiques. Pour l'Union européenne, tous les pays ont dû créer une union politique, car si chacun a sa propre monnaie, qui recevra cette monnaie? Comment sera-t-elle distribuée? Et comment les différents pays paieront-ils? Tant qu'il n'existera pas d'union politique entre tous les pays des BRICS, ce qui n'est absolument pas à l'ordre du jour, il faudra revenir à la solution que John Maynard Keynes avait proposée en 1944 comme alternative au projet américain pour un fonds monétaire international. Il s'agissait de créer une nouvelle banque centrale collective, chargée de gérer les crédits et les dettes entre ses pays membres, afin de définir leurs échanges de devises et leurs opérations de swap monétaire. Autrement dit, d'exprimer ces crédits et dettes dans un dénominateur commun, fondé sur les prix de leurs exportations collectives et sur leurs relations de prix et de taux entre eux. C'est la seule solution logique. Et j'ai décrit le long débat à ce sujet dans mon livre, Super-impérialisme. Il a fallu beaucoup de manœuvres politiques pour que Keynes parvienne à cette proposition. Et bien sûr, les États-Unis ont dit « Non, nous ne voulons pas que d'autres pays disposent de moyens de règlement entre eux. Tout règlement entre un pays et un autre doit passer par Washington et par le dollar américain. Et les autres pays, tout d'abord, la Grande-Bretagne s'y est soumise, et le résultat fut la perte de l'Empire britannique. Ses réserves en devises étrangères, ses colonies et les pays utilisant la livre ont tous été transférés aux États-Unis d'ici 1950. La livre s'est effondrée en valeur et la Grande-Bretagne a entamé sa longue désindustrialisation. Les autres pays, le reste des pays européens, une fois que la Grande-Bretagne s'était rendue, eh bien, ils ne pouvaient rien faire d'autre que de s'y conformer. Pour la première fois maintenant, le monde est revenu à 1944-1945 pour créer une sorte de relation bancaire étrangère mutuelle afin de gérer les relations monétaires qui ne sont pas dirigées par l'OTAN, les États-Unis ou le système de la guerre froide. Plus le prix de l'or augmente, plus on se kijk pour le restheim est encore incapable de s'attaquer à ce problème et de le résoudre. Richard, allez-y. Oui, laissez-moi replacer cela dans son contexte, mais aussi pour vous faire peur. La même logique qui pousse les Européens à regarder avec satisfaction ces 300 milliards comme un moyen de faire croire à leur propre population que l'horrible erreur qu'ils ont commise en entrant dans une guerre de ce genre et les énormes dégâts que cette guerre a causés à leur économie peuvent d'une certaine manière être compensés en faisant payer quelqu'un d'autre. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas assez d'argent pour modifier la structure fondamentale de la situation. Cela semble énorme et c'est une grosse somme, mais ce n'est pas suffisant pour changer la donne. Deuxièmement, laissez-moi vous faire peur. La Chine détient, la dernière fois que j'ai vérifié, environ 750 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Qu'est-ce qui empêche les États-Unis de leur dire que tout cela n'a plus de valeur, que c'est désormais du papier toilette? Nous n'allons pas vous payer les intérêts, nous n'allons pas vous rembourser le principal, et nous traiterons avec le reste du monde à partir de maintenant. Quand nous devrons emprunter pour le gouvernement américain, nous emprunterons au reste du monde. Fin de la discussion. Ou bien, nous le ferons pour la moitié des 750 milliards de dollars. Qu'est-ce qui les en empêche? Vous savez, c'est insensé. Voici ce que nous observons. Nous assistons à la fin de l'Empire. Ce sont le genre de choses qui se produisent quand l'Empire ne peut plus fonctionner.
les États-Unis font face à une contradiction fondamentale. Il ne peut pas maintenir les arrangements mondiaux de la période d'après 1945, combattre la Russie et la Chine, être impliqué dans une guerre en Ukraine, et en plus, se préparer à s'emparer du pétrole du Venezuela. Il ne peut pas le faire. C'est là le problème. Il ne peut pas le faire. Il ne veut pas admettre qu'il ne peut pas le faire. Alors il invente des choses insensées, des choses qui n'ont de sens que comme signe de la fin d'un empire. L'une de ces choses, c'est « nous allons prendre ». D'ailleurs, ils ont déjà pris, si je comprends bien, les revenus d'intérêt des 300 milliards de dollars et les ont utilisés pour la guerre en Ukraine. De toute évidence, cette grande manœuvre n'a rien changé. Et maintenant, ils veulent s'emparer du capital. Bien sûr qu'ils le font. Vous savez, c'est le même jeu. Et qu'est-ce que cela fait? Tout ce que Michael vient de dire, et une douzaine d'autres choses encore. Tout le monde se demande maintenant où placer son argent, parce que l'Empire, l'empereur, n'est plus en position de le faire. Les États-Unis avaient dit au monde, vous pouvez garder votre argent ici, car nous sommes l'endroit le plus sûr pour quiconque souhaite conserver n'importe quelle forme de richesse. Nous sommes ceux qui la taxeront le moins. Nous sommes ceux qui la menaceront le moins. Nous n'avons même pas de parti socialiste ou communiste digne de ce nom en termes de pouvoir politique. Donc vous n'avez pas à vous en soucier. Nous avons une main-d'œuvre docile et désorganisée. Vous savez, nous vous offrons des conditions merveilleuses. Alors s'il vous plaît, prenez une bonne partie de votre richesse et apportez-la ici. Cela nous donne encore plus de pouvoir, en tant qu'empire, pour vous offrir ces garanties. En fait, en plaçant votre richesse ici, vous financez notre capacité à garantir cette richesse. C'est cela, un empire. C'est ce que fait un empire. C'est ce que les Britanniques ont fait au siècle dernier. Et maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Laissez-moi vous donner ce que vous n'avez peut-être pas perçu comme un autre signe. Nous exécutons désormais des gens sur des bateaux de part et d'autre de l'hémisphère occidental. Nous l'avons fait un temps dans les Caraïbes avec les Vénézuéliens et les Caribéens. Et maintenant, j'ai appris ces 2 derniers jours, nous sommes passés du côté de l'océan Pacifique et nous l'avons refait. Nous n'arrêtons pas ces gens. Pas de procès, pas de jury, pas d'avocat, rien. Exécution sommaire au nom de quoi? D'une guerre contre la drogue. Mes amis, les États-Unis mènent officiellement une guerre contre la drogue depuis au moins 75 ans. Elle s'est révélée incapable de l'arrêter. On peut se procurer toutes ces drogues n'importe où aux États-Unis. En ville, à la campagne, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Nous ne sommes pas capables de l'arrêter. Tuer des gens sommairement est une absurdité pour un pays qui prétend défendre les valeurs de la loi et de l'ordre et, si j'ose dire, d'un ordre international fondé sur des règles. Quelles règles, exactement? Tuer des gens sur des bateaux. Si vous arrêtez quelqu'un pour trafic de drogue à l'intérieur des États-Unis, vous ne le tuez pas. Même s'il est reconnu coupable, vous ne le tuez pas. Nous n'avons exécuté personne pour un crime lié à la drogue de mémoire d'homme. D'accord, ce sont là les signes d'un empire qui ne peut plus fonctionner. Bien sûr que les gens se tournent vers l'or. C'est l'une de ces choses que, même si je ne pense pas que ce soit justifié, c'est un autre sujet, les gens considèrent comme plus sûrs que les autres options. Ce que j'aimerais que les gens examinent, ce n'est pas de savoir si c'est plus sûr ou non. À mon avis, ça ne l'est pas, mais nous pouvons ne pas être d'accord là-dessus. L'important, c'est qu'ils fuient ce qui est désormais clairement, même s'ils n'osent pas le dire, une rupture dans le comportement d'un empire pour les Européens. Regardez, ils en ont même débattu entre eux. Leurs juristes leur disent, « Vous prenez ici une décision incroyable. Êtes-vous sûr que cela ne nuira pas à l'Europe d'avoir été celle qui l'a prise ?»
Europe to have been the one to do it, because wherever you're wealthy, if it's the European... Parce que, où que vous soyez riche, si ce sont les Européens qui le font, alors l'Europe est le dernier endroit où vous voudrez conserver votre richesse. Et cela se produit à un moment où tout le monde reconnaît que leurs économies sont en grave difficulté, surtout les Britanniques, les Français et les Allemands, les trois principales puissances de cette région du monde. Voulez-vous vraiment nuire à votre réputation en tant que lieu de conservation de la richesse, alors que c'est là que la richesse a été détenue de manière disproportionnée depuis 500 ans? C'est la fin de l'Empire occidental. Dernier point avant de revenir. Une partie de la raison pour laquelle les BRICS n'ont pas développé leur propre monnaie, leur propre système, ce que, soit dit en passant, tous ces développements vont les pousser à faire, et à faire plus tôt que tard. Michael a raison à ce sujet. L'une des raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait, il faut le garder à l'esprit, est que ces questions font l'objet de débats importants au sein de la Chine. La croissance spectaculaire de la Chine au cours des 35 dernières années a elle-même, en partie, dépendu de l'empire du dollar. C'est dans ce contexte que les Chinois ont trouvé le moyen de croître plus rapidement que les États-Unis, devenant ainsi le cœur manufacturier de l'économie mondiale. Ils ont donc raison de s'inquiéter. Ne pas amorcer la transition avant d'être absolument certains que les avantages d'un tel changement l'emporteront sur les coûts inévitables liés à l'abandon de ce qui a si bien fonctionné pour eux. Il circule en Chine une blague selon laquelle il ne faut pas se couper des États-Unis tant qu'ils font encore des choses très utiles pour les Chinois, comme le système SWIFT, le dollar en tant que monnaie d'échange universelle, même si c'est désormais dans une moindre mesure. En d'autres termes, c'est l'ancienne dialectique, et nous devrions faire attention à ne pas nous laisser piéger d'un côté ou de l'autre. Laissez-moi expliquer très rapidement, puis je m'arrêterai. Du côté des États-Unis, l'argument est le suivant. La Chine n'est une superpuissance que parce qu'elle a fait entrer des capitalistes privés il y a 30 ans. Après la mort de Mao et la fin de la révolution culturelle, il y a eu un changement, un afflux de capitalistes privés étrangers, japonais, européens, américains, puis l'autorisation pour les Chinois eux-mêmes. C'est donc un aspect de la dialectique. Cela s'est produit sans aucun doute, et cela a été très important pour la croissance de la Chine, sans aucun doute. Mais en même temps, le gouvernement chinois a conservé sa position absolument dominante dans l'économie. Le gouvernement l'a fait, et le Parti communiste, au sein du gouvernement, a maintenu son pouvoir. C'est une part tout aussi essentielle de la croissance et du succès de l'économie chinoise. Sinon, on ne pourrait pas expliquer pourquoi la Chine a fait tellement mieux que n'importe quel autre pays du Sud global sous le régime de l'Empire américain. Donc la dialectique, c'est l'interaction entre le secteur public et le secteur privé. La raison pour laquelle ils ont surpassé les États-Unis, c'est que les États-Unis ne comprennent pas la dialectique et sont tellement enfermés dans leur propre idéologie qu'ils empêchent le gouvernement de faire toutes sortes de choses dont il a besoin. Les Chinois n'ont pas ce problème, et les Américains ne le voient pas. Ainsi, le processus dialectique a désormais changé, et cela coûte cher à l'Occident chaque jour. La guerre en Ukraine en est une métaphore parfaite. Malgré tout, chaque escalade, y compris les nouvelles sanctions contre les compagnies pétrolières annoncées au cours des dernières 24 heures, les F-16, les chars Abrams, les différents missiles, le système Patriot, les HIMARS, rien de tout cela n'a fonctionné. Elles n'ont pas fonctionné. C'est pourquoi il y a une escalade à chaque étape. Et si j'étais du genre à deviner ou à parier, je ne le suis pas, mais si je l'étais, je parierais
que toute cette histoire de sanctions contre les compagnies pétrolières n'est qu'un moyen pour M. Trump de limiter ses pertes. L'Ukraine est en train de sombrer. Et il y a déjà, un immense jeu de reproches entre Européens et Américains. Qui est responsable? Alors oui, bien sûr, sanctionnons cela. Bien sûr, les États-Unis ont fait leur part. Ce n'est pas nous. Nous avons fait notre part. C'est vous, les Européens. Et les Européens diront exactement le contraire. Et ce jeu des reproches sera un signe de plus d'un empire en train de se dissoudre. Est-ce que je peux revenir au sujet monétaire? Bien sûr, allez-y. Les finances internationales, allez-y, Michael. Et pourtant, malgré tout cela, le dollar américain est en hausse. Il est certainement perçu comme une valeur refuge pour tout le monde. Mais comment le dollar américain peut-il monter alors que d'autres banques centrales s'en retirent? Évidemment, il s'agit d'argent du secteur privé, ce qui signifie une nouvelle création de crédit. Les investisseurs privés déplacent leur argent vers le dollar. Eh bien, c'est exactement la stratégie que les États-Unis, bien avant Trump, ont essayé de mettre en place. C'est la stratégie derrière la déclaration de Trump. Le Japon doit nous payer 350 milliards de dollars, sinon nous ruinerons leur économie en bloquant leur commerce avec les États-Unis. La Corée doit nous verser 350 milliards de dollars. Sinon, nous bloquerons les exportations coréennes d'automobiles, d'ordinateurs, d'acier et d'autres produits coréens vers les États-Unis. Ainsi, les États-Unis ont tenté d'en faire un refuge sûr, malgré tous les problèmes dont nous avons parlé concernant les raisons pour lesquelles il est risqué pour les banques centrales d'y conserver leurs réserves. Les États-Unis ont le pouvoir d'en faire un refuge sûr dans la mesure où ils peuvent déstabiliser les économies d'autres pays en les empêchant de commercer avec eux. Mais il y a une autre raison, plus positive. Et c'est, je pense, ce dont nous devrions vraiment parler avec le temps qu'il nous reste. L'argent afflue vers les États-Unis parce que nous avons connu une énorme bulle immobilière. Un système de Ponzi a essentiellement été financé tout d'abord par les faibles taux d'intérêt fixés par la Réserve fédérale, qui offre aux banques de l'argent bon marché à prêter à leurs clients année après année. Eh bien, à quoi servent réellement les prêts des banques centrales et des banques commerciales? Elles ne prêtent pas pour des biens et des services. Elles ne prêtent pas pour que les gens achètent des biens de consommation. Ainsi, l'effet du crédit des banques centrales ne se répercute pas sur les prix des matières premières. Elles prêtent pour l'achat d'actifs déjà existants, utilisés comme garantie. C'est ainsi que les banques fonctionnent depuis 1000 ans. Environ 80% des prêts bancaires, comme nous l'avons déjà dit, concernent l'immobilier, et l'effet de ces prêts bancaires est de faire monter les prix de l'immobilier. De plus en plus récemment, les banques ont prêté une somme d'argent énorme, combinée aux politiques de l'administration Trump, pour créer une immense bulle sur le marché boursier. Trump est allé voir les dirigeants de la Silicon Valley et les plus grands monopoles d'Amérique et leur a dit « Je veux construire une aile ouest et une aile est de la Maison-Blanche d'1 milliard de dollars chacune. Je veux que ce soit plus grand que la Maison-Blanche elle-même et j'y mettrai de l'or, la salle de bal de Trump, pour que les gens regardent moi et mon nom plutôt que la Maison-Blanche. Cela va peut-être coûter 250 milliards de dollars. Je veux que chacun de vous me donne 25 milliards. Et en échange, je promets de ne pas imposer de sanctions ni de lois anti-monopole contre la Silicon Valley, l'industrie pétrolière ou tout autre monopole. Et je promets de réduire vos impôts. Donc je ne taxe que le travail, l'industrie et l'agriculture, mais pas vous, les financiers. Et bien sûr, ils ont accepté. Ainsi, Trump a réussi,
pour obtenir l'argent qu'il voulait, à amener d'autres personnes à contribuer à son économie et à sa campagne politique, à acheter sa crypto-monnaie, à se faire des milliards de dollars pour lui-même. Eh bien, vous pouvez contribuer à ma campagne en achetant ma crypto-monnaie et cela la fera grimper. Vous pouvez contribuer à ma salle de bal pour rendre mon nom immortel. Et le résultat, c'est qu'il a conclu un accord permettant une énorme inflation des prix. Il a imposé des droits de douane sur les importations étrangères, créant un parapluie de prix pour les producteurs américains de biens similaires, qui peuvent alors augmenter leur prix intérieur autant qu'ils le souhaitent et en rejeter la faute sur les tarifs, en disant « Eh bien, c'est le prix à la marge, et la marge, c'est ce que nous importons. » Vous avez donc eu cette énorme bulle boursière, et c'est une pyramide de Ponzi, parce qu'une pyramide de Ponzi, c'est quand l'économie emprunte tellement d'argent, simplement pour essayer d'équilibrer les comptes si vous êtes un salarié, ou pour rester à jour sur vos dettes, si vous êtes un gestionnaire financier d'entreprise, que vous finissez par prêter de l'argent aux clients pour qu'ils puissent payer. Il y a beaucoup de propriétaires qui tout à coup découvrent qu'en raison du réchauffement climatique et du mauvais temps, il y a des inondations massives. L'assurance qu'ils doivent payer pour leur maison a tellement augmenté qu'ils ne peuvent plus se permettre de payer leur hypothèque, de couvrir leurs frais de subsistance et de payer cette assurance en hausse. Ainsi, soudainement, le logement à Miami, dans toute la Floride et dans les États de l'Ouest, des zones touchées par les ouragans et les tornades, et Defnor Cablin. Eh bien, les banques sont allées les voir et ont dit « Nous ne voulons pas que vous perdiez votre maison. Bien sûr, vous voulez continuer à y vivre. Contractez un prêt sur la valeur nette. » Et les banques prêteront l'argent, un prêt sur la valeur nette, afin que les familles, au lieu de rembourser leur hypothèque, puissent simplement continuer à y ajouter des prêts personnels sur la valeur nette. Elles peuvent mettre en gage et puiser dans leur fonds d'épargne retraite. Tout cet argent sert à faire augmenter les prix des actifs. Ainsi, la véritable inflation qu'ont connue les États-Unis, celle qui a stabilisé le dollar, n'est pas l'inflation des prix à la consommation dont on parle souvent. C'est l'inflation des prix des actifs, actions, obligations et immobiliers. Et aujourd'hui, de nombreuses banques ont prêté à d'autres banques, ainsi qu'aux acheteurs d'automobiles. Les taux de défaut sur les prêts automobiles augmentent fortement et les taux de défaut sur l'immobilier montent eux aussi en flèche. Les banques fortement exposées à ces secteurs ont déclaré « Eh bien, nous gagnons tellement d'argent avec les prêts automobiles à prix élevés et les prêts à haut risque que nous avons décidé de prêter à quiconque paiera le taux d'intérêt le plus élevé. » Mais les personnes qui paient les taux les plus élevés sont les plus désespérées. Le résultat, c'est que ces banques sont désormais insolvables, tout comme en 2009, lorsque la plupart des grandes banques de Wall Street et les institutions financières d'importance systémique étaient insolvables. Elles étaient en situation de capitaux propres négatifs. Les dettes qu'elles devaient à leurs déposants et à leurs contreparties étaient supérieures à la valeur de leurs actifs. Eh bien, c'est le danger dans lequel les États-Unis tombent aujourd'hui. Et c'est pourquoi tant d'investisseurs professionnels, du moins ceux que je connais, disent qu'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi le marché boursier continue de monter. Les bénéfices sont plus élevés, et tout cela est vrai. Mais l'ensemble de l'économie est en train d'être vidé de sa substance par la dette. Toute création monétaire est une création de dette, car c'est une création de crédit. L'argent est une forme de crédit. Et la question est la suivante. Si ce crédit est utilisé soit pour aider les gens à rembourser leurs dettes, soit pour contracter de nouvelles dettes afin d'acheter des actions, des obligations et de l'immobilier dont ils pensent que la valeur augmentera, alors à un certain moment, toute cette dette devient de plus en plus fragile et doit s'effondrer.
C'est ce que Hyman Minsky appelait la phase de Ponzi du cycle d'instabilité financière. Et les États-Unis font face à leur instabilité financière et à la dépendance dont nous parlons depuis 45 minutes, en créant essentiellement un système de type Ponzi qui finira lui aussi par s'effondrer. L'insécurité liée aux avoirs des banques centrales en dollars américains sous forme de titres du Trésor n'est rien comparé à celle des investisseurs privés, étrangers et nationaux qui ont décidé de tenter leur chance sur le marché boursier. Eh bien, on ne sait pas quand cela va s'arrêter. La seule façon de savoir quand une bulle va s'arrêter, c'est lorsqu'elle commence à se retourner. Et le marché des actions et des obligations américaines a récemment été principalement alimenté par des investisseurs américains nationaux, de petits investisseurs, et non de grandes institutions. Ils ont tout vendu et se tournent vers les bons du Trésor à long terme, des obligations à 10 à 30 ans, pas à court terme. Ils veulent verrouiller leurs gains tant qu'ils le peuvent encore. Ce sont les petits investisseurs qui ont fait cela, parce qu'ils s'imaginent d'une certaine manière qu'il n'y a pas vraiment de boom avant plus tard, quand il est presque terminé. Et les petits investisseurs, ainsi que les investisseurs canadiens, j'ai mené une étude sur l'investissement étranger dans les marchés boursiers et obligataires. Les investisseurs canadiens n'aiment pas acheter des actions avant qu'elles n'atteignent leur sommet. Ils se disent « D'accord, maintenant nous voyons la tendance, maintenant nous allons acheter. » Puis ça chute fortement. Et finalement, quand cela approche du creux, ils disent « D'accord, nous allons vendre. » On dirait que c'est la tendance. Et ensuite, ça recommence à monter. Eh bien, c'est exactement ce que font aussi les petits investisseurs américains. Ainsi, l'économie américaine devient tout aussi exposée à toute cette instabilité que le sont les économies étrangères. Et le résultat, eh bien, je crois que nous avons déjà employé le mot désespoir. C'est ainsi que les États-Unis se débattent. On dirait que si une rencontre a lieu entre Trump et la Chine dira « Vous savez, peut-être devrions-nous simplement suivre notre propre voie. Oui, vous allez empêcher d'autres pays d'interdire les exportations entre eux s'ils n'utilisent pas le langage informatique américain ou l'électronique américaine comme base. Eh bien, ça va pousser d'autres pays à dire « Je suppose que nous avons perdu le marché américain. Je suppose que nous avons perdu le marché des satellites de l'Amérique en Europe. Je suppose que nous allons devoir développer un nouveau langage informatique afin de commercer avec le marché en pleine croissance du monde, la Chine et le reste de l'Asie. » Ainsi, les États-Unis imposent ces nouvelles sanctions que l'équipe de Trump décrit depuis un jour ou deux, et ils vont pousser d'autres pays vers une rupture totale avec les États-Unis. Eh bien, s'il y a une rupture avec les États-Unis, ce n'est pas seulement une rupture du commerce américain, c'est une rupture de leurs investissements mutuels, des prêts et des crédits qu'ils ont entre eux. Chaque pays prendra simplement ce qu'il possède. Ce sera une table rase. Personne ne remboursera les dettes de l'autre. La Chine s'emparera des investissements américains là-bas. L'Amérique s'emparera des investissements chinois et russes ici. Et c'est là que se dirige l'administration Trump, car elle croit vraiment que les autres pays ne peuvent pas se permettre de perdre le marché américain. Et pourtant, si le marché américain s'effondre parce qu'il est trop endetté et financiarisé, pourquoi d'autres pays s'inquiéteraient-ils de perdre le marché américain si le prix à payer pour le conserver est de perdre les marchés chinois, asiatiques et ceux de la majorité mondiale? C'est le grand choix qu'ils doivent faire. Et l'on peut imaginer que leur décision n'est pas celle que les partisans de l'Amérique d'abord imaginent dans leur narcissisme collectif.
à savoir que les autres pays ne peuvent pas survivre sans le leadership et le contrôle des États-Unis, au prix d'absorber tout leur excédent international pour nous, les Américains, plutôt que pour eux-mêmes. C'est le point aveugle de cette politique américaine autodestructrice qui, comme Richard l'a dit à la fin, pousse d'autres pays à créer leur propre alternative, comme une question vitale de survie économique. Richard, information de dernière minute. Nous venons d'apprendre, d'après des rapports du Wall Street Journal, que le président Trump a accordé sa grâce à Changpeng Zhao, le fondateur condamné de la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance. Cette décision fait suite à des mois d'efforts de sa part pour soutenir l'entreprise familiale de crypto-monnaies de Trump. Et il a été gracié par Donald Trump. Oui, cette partie-là, ça n'a pas de fin. Et pour moi d'ailleurs, c'est un autre signe d'un empire en déclin. C'est le déclin impérial. Peu importe qui c'est, il s'occupe de son cousin et de son oncle. C'est comme le dirigeant français, célèbre pour la phrase « Après moi, le déluge ». Après moi vient le déluge. Tout est fini, et je vais en prendre autant que possible avant que la vague n'arrive et n'emporte tout. Mais je veux revenir sur le dernier point que Michael soulève. Il nous rappelle qu'on a dit au Japon et à la Corée du Sud qu'ils devaient investir 350 milliards. Ursula von der Leyen s'est vue dire que les Européens devaient acheter 2 fois plus d'énergie américaine dans les années à venir et investir 700 milliards aux États-Unis. Eh bien, j'ai une nouvelle à annoncer. Si les Européens sont prêts à prendre l'argent de l'Europe, alors je peux vous assurer qu'avant de sombrer, ils se tourneront vers les États-Unis, que M. Trump soit président ou non, et diront « Vous ne verrez jamais la couleur de cet argent, pas même en enfer. Vous nous avez fait une demande, et nous vous avons dit que nous vous le donnerions. » Mais le monde a changé. Vous savez, comme lorsque nous avons dit aux Russes qu'il était sûr de garder leur argent à Londres ou en Europe de l'Ouest, eh bien, les conditions ont changé. C'est de cela qu'il s'agit. Tous les paris sont annulés. Il y a une petite correction. Le dollar n'a pas augmenté. Si vous regardez la valeur du dollar depuis que M. Trump est devenu président en janvier jusqu'à aujourd'hui, elle a nettement baissé, du moins par rapport à l'euro et à plusieurs autres devises également. Je pense que Je pense que la raison pour laquelle cela n'est pas allé beaucoup plus bas n'est pas que la richesse ne soit pas retirée des États-Unis. Elle l'est, vers l'or et bien d'autres choses. Mais je pense que la raison est celle que Michael a évoquée dans la deuxième partie. Nous avons une inflation classique, insoutenable. Et il a tout à fait raison. Ce n'est pas l'inflation des biens et des services qu'ils ont réussi à maîtriser. Mais le prix de cette maîtrise, c'est une inflation incontrôlée sur les marchés d'actifs et surtout dans l'immobilier et le marché boursier. Les gens ont très bien réussi en bourse. Les gens s'en sortent très bien en ce moment. C'est l'une des raisons pour lesquelles la classe dirigeante de ce pays, même si elle n'aime pas ce que fait M. Trump, ne va rien faire à ce sujet, parce que ce sont eux qui possèdent les actions. Et leur relevé mensuel leur dit qu'il est bon pour eux. Il peut être un désastre partout ailleurs, mais pour eux, ça va, tu vois? La masse du peuple? Non. La masse du peuple va dans une autre direction. Ils sont sur le point d'élire un maire musulman et socialiste à New York. Ils sont sur le point d'élire Catherine Connolly en Irlande comme nouvelle présidente de l'Irlande, dont la vision et les positions ressemblent beaucoup à celles de M. Mamdani à New York, parfois jusqu'à une similitude littérale. Donc, des choses se produisent qui viennent du mouvement d'en bas. L'absurdité du gouvernement français, dont M. Macron n'est plus vraiment le dirigeant, et M. Starmer de même, et bientôt M. Merz, ce sont des signes de diminution. Et l'inflation sur les marchés d'actifs n'a rien de nouveau. C'est une chose très ancienne.
C'est pourquoi nous disons aux gens que le crédit est une bonne chose s'il est utilisé de manière productive, afin qu'il génère la richesse qui peut, rétrospectivement, justifier la dette. Cela fonctionne si vous empruntez pour produire. Mais cela ne fonctionne pas si vous empruntez pour faire monter les prix des actifs. La plaisanterie, ensuite, et nous avons connu cela à plusieurs reprises aux États-Unis au cours des 100 dernières années, c'est qu'il y a une frénésie d'emprunt qui fait grimper le prix de l'immobilier. À mesure que le prix de l'immobilier augmente, les propriétaires retournent à la banque et disent « J'ai ici un terrain bien plus précieux. Laissez-moi emprunter davantage, puisque vous avez la garantie. Oh bien sûr, voici plus d'argent, qui est ensuite utilisé pour faire encore monter le prix. Vous comprenez? Le prêt fait monter la valeur de la garantie, ce qui permet un prêt plus important. Il n'y a pas de fin à ce processus jusqu'à ce que, eh bien quoi? Ces deux sociétés de prêt automobile se sont effondrées au cours des 2 ou 3 dernières semaines. Et remarquez, non seulement elles se sont effondrées, mais la nouvelle immédiate a été extraordinaire, littéralement comme ce qui s'est produit au début de l'effondrement des prêts hypothécaires à risque en 2007 et 2008. Il y a un immense débat entre un petit groupe disant « Oh, cela pourrait être le début de l'effondrement » et une armée de commentateurs répondant « Non, cette fois c'est différent. Ne vous affolez pas. » C'est exactement ce que nous voyons à chaque fois. Et d'ailleurs, parfois l'un des deux camps a raison, parfois c'est l'autre. L'important, c'est de voir ce que nous voyons. Une douzaine de phénomènes pourraient faire exploser tout cela. Si les Russes en finissent en Ukraine, la bataille de la ville de Pokrovsk qui est en cours, ce sera pratiquement la fin de cette guerre. Odessa et Kiev sont tout ce qu'il reste à se disputer, et il est évident de voir où cela mène. De même, il est clair pour ceux qui observent que les sanctions contre ces deux compagnies pétrolières sont un acte symbolique. Ce n'est pas réel, c'est juste un irritant. Si l'on regarde le prix du pétrole, que les sanctions sont censées faire baisser, le prix du pétrole diminue depuis le début de la guerre en Ukraine. Si l'on compare le prix mondial du pétrole au début de 2022 à celui d'aujourd'hui, c'est une courbe qui monte et descend, mais qui dans l'ensemble tend à baisser d'environ 120 $ le baril à environ 60. C'est une réduction considérable, et cela n'a pas du tout freiné les Russes, n'est-ce pas? Donc on a des sanctions et une baisse mondiale du prix du pétrole. On aurait dû en finir avec la Russie si l'on avait cru à cette histoire dès le départ. Ce n'a jamais été le cas. Et ce petit ajout n'y changera rien non plus. La plaisanterie du jour, le prix du pétrole a augmenté de 2 ou 3 $ le baril au lieu de baisser. C'est tout simplement extraordinaire, la façon dont tout cela se déroule et l'aveuglement total de l'Occident face à sa propre situation. Personne ne sait combien de temps il faudra aux BRICS et aux Chinois pour développer leur propre équivalent. Mais je pense que, si je devais retenir la chose la plus importante que Michael nous a dite, c'est sa prise de conscience, alors qu'il déroulait la logique de son propre raisonnement à l'instant, que le résultat final, c'est que les États-Unis construisent un mur autour d'eux-mêmes. C'est cette auto-isolation des États-Unis qui est en cours. Nous avons vu des tarifs douaniers imposés, mais nous n'avons pas encore vu de représailles. Elles arrivent. Et personne ne sait à quel point cela sera grave, ni ce que tout cela signifiera. M. Trump est occupé, essayant désespérément de s'accrocher, par exemple, au gouvernement Milei en Argentine, en leur donnant entre 20 et 40 milliards de dollars, selon la manière de compter, pour maintenir leur monnaie à flot, en supprimant le tarif sur leur bœuf, afin qu'ils puissent importer de la viande bon marché dans le pays, affolant ainsi les éleveurs de bétail dans plusieurs États, sans lesquels il ne peut plus être président.
Il doit léser les éleveurs américains en important du bœuf à bas prix. Pourquoi? Pour maintenir à flot l'un des rares gouvernements qui le soutiennent. C'est impossible. Et il y a de fortes chances que M. Milei, après avoir reçu ce pot de vin total de la part du peuple de son pays, se voit dire qu'ils doivent voter pour lui, sinon ils perdront tous ses avantages. Alors, parlons d'ingérence dans les élections d'autrui. Souvenez-vous, c'était Russiagate. Nous étions très en colère à ce sujet. Mais cela n'était rien comparé à toute l'opération de Biden ici. Ouvertement, publiquement, avec une menace. Vous n'obtenez pas l'argent. Vous n'obtenez pas les exportations de bœuf, à moins que nous n'obtenions la réélection de ce candidat particulier, que les sondages en Argentine montrent comme M. Macron et M. Starmer. Détestés, non aimés. Sauf par l'extrême droite là-bas, trop petite pour le maintenir à flot. Donc pour moi, encore une fois, ce sont les signes d'un empire décrépit et désespéré qui a du mal à s'accrocher. Je veux revenir sur 2 points seulement. Les sujets que Richard a évoqués. L'Argentine et le pétrole. De toute évidence, après les élections, l'Argentine ne peut pas rembourser non seulement les 40 milliards de dollars, mais aussi toutes les autres dettes qu'elle a contractées auprès du Fonds monétaire international. Milei sera probablement évincé du pouvoir et le FMI dira « Nous ne prêtons de l'argent qu'aux dictateurs soutenus par les États-Unis. Nous ne prêtons pas à des groupes de gauche qui veulent améliorer le niveau de vie. Nous ne prêtons qu'à nos pays clients. Ainsi, l'Argentine ne peut pas rembourser ses dettes. » Et le problème que j'aurais dû mentionner plus tôt, c'est que presque tous les pays du Sud global aujourd'hui sont dans la même situation. Ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de rembourser leurs dettes. S'il se produit la rupture dont nous avons parlé aujourd'hui, les pays du Sud global ne pourront pas rembourser leurs dettes en dollars étrangers, non seulement envers les États-Unis et les institutions officielles comme le FMI, mais aussi envers les détenteurs d'obligations. De nombreuses banques seront très fortement exposées à ce type de rupture. Et une perturbation de l'ampleur que nous avons évoquée, une rupture du commerce et des paiements internationaux entre l'Occident et la majorité mondiale, entraînera également de nombreuses faillites bancaires. Par ailleurs, Richard avait tout à fait raison à propos du pétrole. Je n'ai pas mentionné que les pays les plus exposés de tous sont l'Arabie saoudite et les autres exportateurs de pétrole du Moyen-Orient. L'accord qu'ils ont conclu en 1975 et 1975, et j'étais à la Maison-Blanche pour assister à ces négociations, prévoyait qu'ils pouvaient fixer librement le prix de leur pétrole, mais qu'ils devaient investir tous leurs revenus d'exportation pétrolière dans les marchés américains d'actions et d'obligations. Non pas en prenant le contrôle d'entreprises américaines, mais en achetant des actions et des obligations. Tout cet argent est donc exposé de la même manière que celui des autres pays. Et je pense que cela explique pourquoi les prix du pétrole ont baissé. Les Américains ont fait pression sur les pays de l'OPEP. Vous devez réduire les prix du pétrole, car nous voulons réduire les recettes en devises de la Russie, qui proviennent en grande partie de ses exportations de pétrole et de gaz. Les Américains considèrent la Russie comme une station-service dotée de bombes atomiques, sans se rendre compte que la Russie exporte désormais des produits agricoles et toutes sortes d'autres biens en plus du pétrole et du gaz. Donc, la Russie s'en sort très bien. Sa croissance est bien plus rapide que celle de l'Occident. Mais les États-Unis ont fait pression sur l'OPEP pour qu'elle fournisse une telle quantité de pétrole du Proche-Orient que cela a fait chuter les prix. Cela vise en grande partie à soutenir le contrôle américain sur le Proche-Orient. Tout cela va également être remis en question. Lorsqu'une rupture mondiale surviendra, toute la division politique du monde, entre les pays du Moyen-Orient, littéralement situés entre l'Est et l'Ouest,
sera à nouveau en jeu. Une instabilité totale, ouverte à toutes les manœuvres diplomatiques entre la Chine, la Russie et les pays des BRICS d'un côté, et les États-Unis et leurs satellites européens de l'autre. Tout cela devrait suffire à fournir à ton émission un large public pour l'année ou les 2 années à venir, Nima. Oui, merci beaucoup. Richard, veux-tu ajouter quelque chose avant que nous terminions? Non, non. Je veux présenter mes excuses aux gens. Je ne veux pas ressasser sans fin ce discours sur le désespoir et un empire en déclin. Mais je veux aussi justifier pourquoi j'y reviens sans cesse, parce que c'est le contexte qui manque souvent dans ces discussions. Et pour ne pas nous perdre dans les détails, aussi importants soient-ils, nous devons périodiquement nous rappeler, ainsi qu'à notre public, comment voir le tableau d'ensemble. Sinon, nous serons ballottés par les événements de chaque jour. Vous savez, on prend le président au sérieux quand il vous dit qu'en s'en prenant à Lukoil, il a accompli quelque chose d'important. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelait autrefois de la poudre aux yeux. Un jeu, une mise en scène liée au fait que les Européens savent que c'est fini en Ukraine et que leur programme de diabolisation de Poutine, censé leur permettre d'accepter cette défaite, ne fonctionne pas. Cela ne ravive pas leur popularité. Cela ne redresse pas leur économie. Cela n'obtient pas davantage de soutien des États-Unis. Rien de tout cela. Absolument rien. Et donc, ils sont désespérés. Ils ne savent pas, ils ne savent vraiment pas vers qui se tourner. Et croyez-moi, il y a des gens, il doit y en avoir. Peut-être que je me trompe, Michael connaît ce domaine mieux que moi. Mais il doit y avoir à la Maison-Blanche des personnes ayant suffisamment de connaissances en histoire économique pour pouvoir dire à M. Trump et à ses conseillers quels sont les risques pour le marché boursier. Même la presse financière regorge aujourd'hui, hier, la semaine dernière, d'articles se demandant si le marché boursier surévalué ne va pas exploser d'une seconde à l'autre. Ce ne sont pas seulement des gens de gauche comme Michael et moi. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une inquiétude largement partagée. Quand on dit que les gens se ruent sur l'or pour se mettre à l'abri, c'est bien ce qui se passe. Ils quittent le marché boursier. Pas encore assez pour compenser la hausse intégrée de l'endettement et de l'inflation des actifs. Et si vous ne voyez pas l'inflation au supermarché, c'est parce que vous la voyez sur le marché boursier. Attention, si elle s'arrête sur le marché boursier, elle pourrait vraiment s'envoler sur le marché des biens. Et alors, où en seront la majorité des Américains? Puisque tu as mentionné la situation à la Maison-Blanche, Richard. Avant de conclure, voici la situation à la Maison-Blanche de Trump, et voici ce qu'il a dit avant de conclure à propos de l'Inde. Et vous savez, vous avez même mentionné que vous aviez eu récemment un appel téléphonique avec le Premier ministre Modi, et que Modi avait déclaré que son pays cesserait d'acheter du pétrole russe. Oui, il va arrêter d'acheter. Mais l'Inde a dit qu'elle n'était pas au courant de cela. Eh bien, alors ils vont simplement continuer à payer beaucoup de droits de douane. As-tu eu l'appel téléphonique? S'ils ont dit ça, je ne crois pas qu'ils l'aient dit. Non, j'ai parlé avec le Premier ministre Modi de l'Inde, et il a dit qu'il n'allait pas faire l'affaire du pétrole russe. Mais pourquoi l'Inde dirait-elle qu'elle ne va pas le faire? Je ne sais pas, mais s'ils veulent dire ça, alors ils continueront simplement à faire face à d'énormes tarifs douaniers. Et ils ne veulent pas de ça. Ce type invente simplement des choses. Comment peux-tu imaginer ça? Oui, et il va menacer le monde entier avec des tarifs douaniers. C'est sa réponse la moitié du temps. Et avec ses assistants, c'est la réponse tout le temps. Vous savez, cela me rappelle une image célèbre. Deux types en imperméable entrant dans un pressing dans un quartier urbain d'Amérique, disant au petit propriétaire de la boutique «
Nous sommes là pour récupérer nos $200 hebdomadaires de frais de protection. Et le propriétaire les regarde et dit, « De quoi parlez-vous? De quoi ai-je besoin d'être protégé? » Et les deux sourient et répondent, « De nous. Vous devez payer pour qu'on ne vous fasse pas de mal. » You have to pay so we don't hurt you. It's really what Michael said a little bit earlier. You have to pay. C'est vraiment ce que Michael a dit un peu plus tôt. Il faut payer, sinon on vous fera du mal. Goldman Sachs a publié la semaine dernière son estimation des droits de douane effectivement imposés jusqu'à présent sous le régime Trump et la répartition de leur impact entre les entreprises, les consommateurs et les exportateurs d'origine. Voici les résultats. Les exportateurs ont perdu moins de 10%. Autrement dit, seulement environ 10% du poids des droits de douane a réellement été supporté par le pays exportateur. 61% ont été supportés, si je me souviens bien des chiffres, par les entreprises américaines et le reste par les consommateurs américains. Ainsi, les entreprises américaines et les consommateurs américains ont été durement touchés par les tarifs douaniers. Le reste du monde, pas vraiment, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Et cela avant même que, comme le soulignent à juste titre les analystes de Goldman, nous subissions les représailles qui sont en cours de planification, de débat et d'application hésitantes dans le reste du monde. À ce moment-là, l'équilibre se déplacera. Et tout ce dont ils pourront discuter entre eux chez Goldman, c'est de savoir ce qui est le plus néfaste pour l'économie américaine, les pertes de bénéfices des entreprises ou la diminution du pouvoir d'achat des consommateurs. Quelle situation quand on observe les effets de la libération, comme l'a appelé M. Trump. Oui, merci beaucoup Richard et Michael. Un grand plaisir comme toujours. Au revoir. À bientôt.